D'abord, il vient de nous rejoindre, il est 15h44, Nabil Milali. Bonjour Nabil. Bonjour Guillaume. Gérant pour Edmond Rothschild Asset Management. Vous allez face à ces marchés rendre votre verdict. Ce moment qu'on va vivre, ce verdict que vous allez rendre, est-ce que vous l'assumez? Tout à fait. On vous écoute. Alors je pense qu'en Iran, le risque de chaos est désormais non négligeable, mais que le taco reste plus probable. Oh. Le risque de chaos est non négligeable, mais le taco est plus probable. Intéressant. Et effectivement, vous venez de nous dire, attention là, Donald Trump qui joue avec le feu et qui pourrait finir par devoir faire machine arrière. On a des cours du pétrole en hausse aujourd'hui et le ministre de l'énergie du Qatar qui avertit que le baril, selon lui, le baril dans 2 semaines montera peut-être à $150. C'est comme ça qu'il voit les choses. Tout à fait. Alors au tout début de cette crise, on imaginait trois scénarios. Celui qu'on craignait le plus, c'est effectivement celui du chaos, c'est-à-dire un Iran qui se transformerait petit à petit en Libye post-2011 avec un vide institutionnel, mais on disait quand même que le scénario le plus probable, et ça reste notre conviction à ce stade, c'est qu'on ait une guerre d'usure dans un premier temps, c'est-à-dire une guerre qui dure peut-être plusieurs semaines, qui teste les capacités des deux côtés, à la fois les capacités de l'Iran à continuer à poursuivre ses frappes, mais de l'autre côté aussi la capacité des États-Unis et d'Israël à garder une capacité d'interception assez importante. Et maintenant, on voit que les pays du Golfe sont aussi concernés par ces capacités d'interception de plus en plus sous pression. Mais qu'in fine, après cette guerre d'usure, à partir d'un certain moment, quand le coût économique, surtout financier, le coût d'un point de vue énergétique pour Donald Trump sera trop important, et bien à ce moment-là, il sera tenté de crier victoire en pouvant mettre en avant au moins 2 choses, c'est-à-dire la destruction des capacités iraniennes sur le nucléaire, sur les missiles balistiques, l'élimination d'Ali Khamenei, et à ce moment-là, déclarer une victoire de manière unilatérale. Il peut le faire un peu quand il veut, parce qu'il n'a jamais défini précisément ses objectifs. Donc à partir de là, voilà. Tout à fait. Et cette ambiguïté, en fait, elle est, je pense, réfléchie. C'est tout à son avantage de maintenir cette ambiguïté concernant les objectifs de cette intervention militaire. Le problème pour Donald Trump, c'est que la situation commence un petit peu à lui échapper. Donc c'est pour ça qu'on dit que le risque de chaos, cette probabilité qu'on estimait à 20% au début de la semaine, elle commence à remonter petit à petit. Et c'est ce que price le marché aujourd'hui avec un baril de pétrole qui atteint les $90, sachant qu'ils vont regarder les cours du brut. 91,50 là sur le Brent. Voilà, ça s'accélère particulièrement aujourd'hui. Et ce qu'il faut regarder, c'est non seulement les cours du brut, mais le nerf de la guerre aujourd'hui, ce sont les produits raffinés. C'est là-dessus, c'est sur ces produits-là qu'on voit les hausses les plus spectaculaires depuis le début de la semaine, sur le diesel, sur l'essence, sur le kérosène. Et sur ces produits-là, on a un problème de capacité à exporter le brut via le détroit d'Ormuz, et je pense qu'aujourd'hui tout le monde sait que ça représente 20% des flux de pétrole mondiaux, mais surtout c'est aussi une capacité à atteindre les raffineries indiennes, chinoises, qui sont aujourd'hui clés pour le système énergétique mondial. Vous le disiez, ce sera soit le chaos, soit le taco. Bon, il y a peut-être un entre-deux, mais voilà, Donald Trump fera sans doute machine arrière à un moment ou à un autre, parce que les cours du pétrole peut-être sont en train de lui échapper là. On a un WTI qui monte aussi, $89. On va voir on est presque à 90 là sur WTI. Est-ce qu'il y a un niveau sur WTI qui, pour Donald Trump, serait pour le coup effectivement à ne pas franchir et qui pourrait vraiment effectivement le faire reculer? Plus que le WTI, c'est surtout les prix de l'essence à la pompe aux États-Unis qu'il faudra surveiller. Ils viennent de franchir les $3 le gallon. Je pense qu'à partir d'un certain seuil, il dit que pour l'instant, il ne craint pas trop la hausse des prix de l'essence, mais à quelques mois des midterms, on pense qu'il y a un seuil à partir duquel il ne pourra pas continuer cette confrontation ad vitam aeternam et qu'il devra trouver un chemin vers la désescalade. Mais un moyen de faire baisser le prix de l'essence à la fin, hein. C'est peut-être justement aussi le scénario que vous n'évoquez pas forcément, le scénario d'un renversement de régime, d'un Iran qui devient fort, intégré mondialement, qui profiterait d'ailleurs aux entreprises occidentales et américaines, et évidemment dont le pétrole reviendrait dans le circuit mondial, et donc ça ferait de l'offre supplémentaire. Exactement, je mentionnais en introduction qu'on avait 3 scénarios, c'est le dernier que je n'avais pas encore mentionné. Mais ça prendrait du temps. Exactement. Mais quelle chance. Le scénario du changement de régime, j'imagine que c'est celui qu'espère Donald Trump, sachant qu'il peut prendre plusieurs formes. Alors idéalement pour la population iranienne, ce serait une transition démocratique. Ça peut aussi prendre la forme d'un régime autoritaire, mais qui serait plus conciliant envers les États-Unis. Le problème pour Donald Trump, c'est qu'il n'y a pas de Delcy Rodriguez aujourd'hui en Iran, qu'il cherche un leader de substitution à Ali Khamenei, qui serait prêt à négocier sur le dossier nucléaire. À ce stade, il n'y en a pas qui émerge. Mojtaba Khamenei, il n'en veut pas, absolument. Sachant que
De plus, les informations de presse dont on dispose à ce stade, il faut prendre ça avec des pincettes, mais c'est qu'il y a des divisions extrêmement fortes au sein des différentes factions du régime et que pour l'instant, celles qui gagnent de plus en plus de pouvoir, ce sont les gardiens de la révolution. Et on sait que ce sont les éléments les plus radicaux du régime. Donc, a priori, pas enclin à négocier à ce stade. Alors, il y a des infos qui circulent un peu partout et peut-être celles-ci contribuent-elles à faire chuter les marchés actions. D'après le Financial Times, plusieurs grandes puissances du Golfe, à savoir l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Koweït et le Qatar, envisageraient de retirer leurs investissements des États-Unis. Pourquoi ? Parce que comme sur le pétrole, le gaz, c'est plus compliqué, ils ont une énorme pression budgétaire qui risque de s'accroître et donc ils vont devoir procéder à des arbitrages. Ces pays pourraient donc réexaminer leurs engagements d'investissement, notamment aux États-Unis. Alors pourquoi aux États-Unis ? Pour en profiter pour faire pression sur Donald Trump, justement, faire de leurs investissements un moyen de pression sur Donald Trump. C'est exactement notre interprétation. On pense que c'est surtout une stratégie de négociation vis-à-vis de Donald Trump. Le fait que ces pays menacent, c'est une manière de montrer le coût économique que cette guerre représente pour eux, mais aussi pour Donald Trump, et donc le forcer à trouver un chemin vers la désescalade et que cette confrontation ne dure pas éternellement. Ces pays craignent évidemment le scénario du chaos, c'est-à-dire que même avec une différence idéologique, historique entre l'Iran et l'Arabie Saoudite préférait tout de même avoir un régime stable en Iran plutôt qu'un régime complètement détruit et différentes milices qui régneraient dans le pays pendant plusieurs années dans ce cas-là, et donc une capacité de nuisance qui serait durable. Là, on n'est pas sur un scénario où les prix de l'énergie resteraient élevés pendant quelques semaines, mais pendant plusieurs années, parce que on voit ce que les Houthis ont été capables de faire en mer Rouge. Imaginez ce que ça pourrait être sur le détroit d'Ormuz quand des milices pourront, avec une simple roquette, perturber le trafic maritime pendant plusieurs années. Et d'ailleurs, là, une raison de la hausse, c'est aussi que les Iraniens tirent sur le nord de l'Irak, sur là où il y a des Kurdes iraniens qui sont exilés, parce que justement, ils ont peur qu'en fait, ils soient finalement armés et qu'ils reviennent détruire le régime. Oui. Exactement. Et les capacités les alternatives au détroit d'Ormuz, elles existent, mais elles sont extrêmement limitées. L'Arabie Saoudite a un pipeline, un oléoduc qui passe de l'autre côté, mais sa capacité maximale, elle est de 7,5 millions de barils par jour. Les Émirats en ont un, sa capacité maximale est autour de 1,5 million. Donc difficile d'utiliser ces voies alternatives pendant très longtemps, et donc il faudra à tout prix trouver un moyen de réenclencher le trafic via le détroit d'Ormuz. Ce dont vous êtes venu nous parler, Nabil, c'est cela, tous ces enjeux qui font les prix aujourd'hui, qui font l'addition là, que le monde est en train de payer à cette guerre, et notamment à travers la hausse des cours du pétrole. Actuellement, le brut léger américain flirte avec les 89 et le Brent donc a franchi la barre des 91 $. Qui sera le principal perdant de tout ça ? Est-ce que, en tout cas, parmi les principaux perdants, il y aura l'Europe ? Alors l'Allemagne, par exemple, qui a besoin de beaucoup de gaz pour son industrie. C'est le président de la Bundesbank qui a annoncé tout à l'heure que le conflit en cours pourrait coûter 40 milliards d'euros sur 2 ans à l'Allemagne. Alors c'est là qu'on voit que les marchés sont quand même rationnels, parce que quand on regarde la performance boursière depuis le début de la semaine, les pays qui souffrent le plus, c'est le Japon, la Corée et l'Europe. Et quand on regarde maintenant la dépendance énergétique de ces pays-là aux importations, les importations énergétiques représentent 90% de la consommation au Japon, en Corée du Sud. Ça représente entre 60 et 70% en Europe. Et donc, il n'est pas étonnant de voir ces marchés boursiers-là corrigés de manière bien plus importante que ce qu'on a vu aux États-Unis, par exemple. Oui. Sachant qu'on parle depuis tout à l'heure du pétrole, mais l'autre enjeu de cette crise, c'est le gaz. On l'a vu dès les premiers jours du conflit avec l'annonce de Qatar Energy d'arrêter sa production de GNL. Il faut savoir que même avec une accalmie, il faudra plusieurs semaines, au moins 2 semaines, avant que les capacités de production reviennent à leur niveau d'avant-crise. Et on sait que ça représente à peu près 20% du GNL mondial. Il y a des alternatives. Avant cette crise, on craignait plus l'excès d'offres de GNL plutôt que le déficit. Donc il y a des alternatives, mais ça coûtera cher à l'Europe. C'est l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, qui veut quand même rassurer, qui explique qu'effectivement sur GNL, le monde aura une offre de plus en plus diversifiée à l'avenir, grâce notamment au GNL américain, qui va finir par inonder le monde, explique-t-il. Et puis l'AIE qui sur le pétrole se veut aussi rassurante en disant il y a beaucoup de pétrole là, en ce moment sur le marché. Bon, en tout cas les cours continuent de monter. Merci beaucoup Nabil d'être venu nous éclairer sur tous ces mouvements qui font cette fin de semaine.